prévention du cancer hormonodépendant chez les personnes à risque. Donc, ici, nous allons aborder une partie. Cette conférence, bien entendu, est complémentaire à la dernière conférence et la toute première conférence qu'on avait initiée dans le cadre du Congrès international des sciences de la nutrition. Euh, c'est une conférence complémentaire. Donc, on a fait deux conférences déjà et celle-ci est la troisième. Donc, ça complète la série de conférences qu'on a déjà vues. Euh, donc, nous allons aborder dans cette conférence quelques plantes qui sont intéressantes pour soit la prévention ou la gestion du cancer. Donc la prévention primaire ou la prévention contre les récidives de cancer hormonodépendant et en même temps aussi la prise en charge de cancer hormonodépendant. Nous allons en parler au fur et à mesure. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cancer hormonodépendant? Donc, un cancer hormonodépendant, c'est un cancer qui se développe suite à une hypersensibilité des récepteurs de certaines hormones à ces mêmes hormones. Ok. Donc, la stimulation de la prolifération et de la croissance et des divisions cellulaires et du cycle cellulaire par un certain nombre d'hormones parce que leurs récepteurs au niveau de ces cellules sont euh, ultra sensibles, ok, conduit à une hyperprolifération, un processus hyperprolifératif. Si maintenant le système immunitaire, parce que c'est pas toujours aussi simple, c'est-à-dire cellules avec ces récepteurs hypersensibles, plus d'hormones, cancer, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des mécanismes de réparation, il y a des mécanismes d'apoptose, il y a un système immunitaire qui gère par le biais notamment des macrophages et des NK la destruction de ces cellules-là. Et donc, si ce processus hyperprolifératif est extrêmement puissant et qu'il dépasse la capacité de gestion du système immunitaire, à ce moment-là, on va avoir un processus cancéreux qui va se développer au fur et à mesure, d'accord, dans l'organe en question, dans l'organe qui a cette hypersensibilité des récepteurs et dont le processus cancéreux n'a pas pu être géré par les mécanismes classiques de réparation, de protection, par l'immunité, etc. Et donc ces hormones sont les œstrogènes en général et les androgènes. Les œstrogènes, bon, il y a les œstrogènes classiques et surtout l'œstradiol et l'œstrone, d'accord? Mais surtout, et encore plus que ça, les 4OH et les 16OH. Donc, on a déjà expliqué ça dans la précédente conférence. Donc, les 4OH et 16OH sont des métabolites toxiques des œstrogènes. D'accord? Donc, 4OH, c'est 10 fois plus d'effet que l'œstradiol, qui est l'œstrogène de référence, et 16OH, c'est 30 fois plus que l'œstradiol en termes de bioactivité. C'est pour ça que je vous dis, OK, on peut avoir un effet cancérogène à cause de ces hormones œstrogéniques normales, hein, tout en sachant que l'œstrone lui-même, euh, avant qu'il ne soit métabolisé, il a moins d'effet que l'œstradiol. Donc, c'est surtout les métabolites toxiques que vous avez ici. Sinon, pour les androgènes, donc il y a la testostérone, mais encore plus que ça, la DHT, la dihydrotestostérone, qui est euh, un métabolite de la testostérone. Plus rarement, on peut avoir aussi des récepteurs sensibles à la progestérone. Et encore plus rarement, on peut avoir aussi des récepteurs sensibles aux hormones thyroïdiennes. Et ça, c'est uniquement, en général, dans le cancer de la thyroïde. C'est ce qui pose le plus de problèmes en général. Donc, ça, c'est un peu, on va dire, le cancer hormonodépendant. Enfin, une petite introduction. Après, la problématique du cancer hormonodépendant, c'est vraiment tout ce qui va justement induire, stimuler, donner un effet like, un effet mimétique des hormones qui posent problème. Des hormones dont les récepteurs sont hypersensibles dans un organe donné. Notamment, très souvent, c'est ce qui pose problème le plus, c'est vraiment les oestrogènes. C'est pour ça que, bon, la plupart
des cancers hormonodépendants. Chez la femme, c'est les oestrogènes, c'est sensible aux oestrogènes, très rarement sensible aux oestrogènes et à la progestérone. Ça, c'est extrêmement rare. Sinon, chez l'homme, on a aussi l'hypersensibilité aux oestrogènes et surtout aux xénoœstrogènes, du coup, et aux androgènes également, surtout la DHT. Et donc ça produit des problèmes au niveau surtout de la prostate, un peu plus rarement au niveau des testicules également, mais c'est surtout au niveau de la prostate qu'on peut avoir donc l'hypertrophie bénigne de la prostate. Euh, L'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est au niveau du mécanisme, c'est le même mécanisme que le cancer. En fait, l'évolution naturelle d'une hypertrophie bénigne de la prostate, si les mécanismes, le mode de vie, les facteurs qui ont fait que le patient ait cette hypertrophie bénigne de la prostate, s'ils sont toujours là, l'évolution naturelle, c'est le cancer de la prostate. Ça ne veut pas dire que forcément que tout le monde qui va avoir une hypertrophie bénigne de la prostate, il va développer un cancer de la prostate. C'est pas systématique, mais c'est le même mécanisme qui conduit au cancer de la prostate. Ok, et donc c'est dû justement à la DHT. Donc tout ce qui stimule, normalement, en théorie du moins, en théorie, tout ce qui stimule la production d'œstrogènes, la sensibilité des récepteurs aux œstrogènes, la production de la DHT, surtout, la sensibilité des récepteurs aux androgènes, tout ça devrait être contre-indiqué, interdit chez ces personnes, patients, patientes qui ont euh, un risque important de cancer. Donc, on parle ici de conditions hormonodépendantes. C'est-à-dire, quand on contre-indique toutes ces choses-là, c'est pas juste, c'est-à-dire on va pas attendre que la personne ait un cancer pour dire, OK, là, vous prenez pas ça. C'est déjà avant tout à titre préventif et c'est pas juste par rapport à un cancer que cette personne a eu auparavant ou un cancer que un ou plusieurs membres de la famille ont. C'est pas juste ça. C'est aussi les autres maladies hormonodépendantes. Chez l'homme, principalement, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. Si un homme a son père ou son frère, ou en tout cas quelqu'un de très proche dans la famille qui a l'hypertrophie bénigne de la prostate ou qui a déjà eu ça, euh, c'est qu'il y a un risque pour cette personne qu'elle développe au minimum la même chose, au pire un cancer de la prostate. Et c'est la même chose pour la femme. D'accord. C'est-à-dire, c'est le risque élevé de cancer, c'est pas juste que la personne elle-même ou certains membres de la famille ont développé déjà un cancer. C'est aussi les maladies hormonodépendantes, les conditions hormonodépendantes. Ça commence par le syndrome prémenstruel. Si syndrome prémenstruel est régulier, chronique, l'endométriose, les ovaires polykystiques, la maladie fibrokystique du sein. Donc, tout ça, c'est des problématiques hormonodépendantes, sans parler du cancer, bien entendu. D'accord? Donc, on a dit, théoriquement, on devrait éviter de prendre tout ce qui induit la production de ces hormones ou l'augmentation de la sensibilité des récepteurs de ces hormones, théoriquement. Maintenant, il y a des exceptions, parce que dans une plante, c'est complexe. Il y a effectivement pour une majorité de plantes, là, par exemple, œstrogène-like, des composés qui vont induire la production d'œstrogène, qui vont induire l'aromatase, d'autres qui vont augmenter l'expression des gènes qui codent pour les récepteurs aux œstrogènes, on augmente la sensibilité des récepteurs. Ok. Mais en même temps, on peut avoir des plantes qui ont ces paramètres-là, qui produisent ces phénomènes-là, mais en même temps qui ont d'autres principes actifs qui pourraient avoir plus ou moins d'effets anticancérogènes. Et toute la question ici de fond de toute cette conférence, c'est euh, est-ce que ces principes actifs ont un effet anticancérogène
suffisamment puissant pour compenser l'effet œstrogène-like de ces mêmes plantes. Donc, toute la question est là. Ça, c'est la question de fond, la problématique de fond qu'on est en train de traiter ici. Maintenant, on va voir, si vous voulez, cette sélection de plantes. Ah, c'est des plantes et des composés, mais c'est surtout des plantes. OK? Cette sélection, alors, il y a certainement d'autres plantes, mais ceux-là sont les plantes sur lesquelles il y a des preuves scientifiques, des preuves cliniques pour la plupart. Pour d'autres, il n'y a pas de preuves cliniques, mais plutôt des preuves chez l'animal ou beaucoup de preuves in vitro et chez l'animal. Donc, c'est surtout ça. Ok, mais pour la plupart, vous allez voir, je vous ai mis quelques exemples d'essais cliniques pour chacune de ces plantes. D'accord? Donc, on va les voir une par une et je vais vous expliquer deux, trois choses par rapport à chaque plante. Donc, le trèfle rouge, le kudzu et l'actéa grappe. Cela, c'est pour les plantes qui ont un effet pro-œstrogénique. Un effet pro-œstrogénique, un effet œstrogène-like. Mais qui, en même temps, vont avoir des effets anticancérogènes qui sont tellement puissants que cet effet pro-œstrogénique est compensé très largement par cet effet anticancérogène. Et parmi donc les plantes qu'on peut utiliser dans le cadre du cancer, soit prévention primaire ou secondaire ou dans le cadre d'un cancer, donc on ne traite pas un cancer par des plantes, hein. Pas le but ici, ça n'a rien à voir. Je pense que tout le monde est au courant de ça. On ne traite pas un cancer par des plantes. OK? On traite un cancer par les protocoles classiques, traitement anticancéreux classique. D'accord? C'est juste que nous, ce qu'on fait ici, en micronutrition, on accompagne. On- Comme n'importe quel autre professionnel de santé, on a un rôle. Voilà. Comme tous les autres professionnels de santé vont avoir un rôle aussi dans l'accompagnement des patients cancéreux. Et notre rôle, justement, c'est de diminuer les effets secondaires, d'améliorer la qualité de vie du patient, d'améliorer le statut nutritionnel et micronutritionnel du patient, d'optimiser, si possible, le traitement. Voilà, c'est notre rôle. On ne traite pas un cancer par des plantes. Je pense que tout le monde a compris. Sinon, vous avez les crucifères. Donc, ça, c'est le brocoli, les choux, et ainsi de suite, hein, les radis, etc. Vous avez l'alchimie comme l'alchimie ou l'alchimie hein, comme plante progestérone-like. D'accord? Je vais vous expliquer aussi deux, trois choses par rapport à cette plante. Mais il y en a d'autres. Euh, une autre qui est un peu moins puissante, celle-ci est la plus puissante. Et une autre qui s'appelle l'achillée millefeuille, qui est un peu moins intéressante en termes d'effet progestérone-like, mais celle-ci, c'est ce qu'il y a de plus puissant comme effet. Le sérénoir réponse aussi, je vais vous expliquer deux, trois choses par rapport à ça. C'est l'inhibiteur de la 5-alpha réductase. La chrysine. La chrysine, c'est une molécule, hein. C'est un polyphénol. On trouve ça dans la propolis et dans les produits de la ruche en général. Le miel de bonne qualité, euh, la gelée royale, la propolis en général. Mais c'est surtout la propolis. C'est-à-dire, le miel de bonne qualité contient les autres composants qu'on trouve, donc soit la gelée royale, soit la propolis, ça contient, mais ça contient pas des quantités énormes. La propolis, c'est encore mieux. C'est l'endroit où on trouve le plus de chrysine. Chrysine comme inhibiteur d'aromatase. C'est le plus puissant inhibiteur de l'aromatase naturelle qui existe, la chrysine. Donc, diminution des oestrogènes, effet anti-oestrogénique majeur. Et alors, donc, vous avez également la tomate à travers donc le lycopène. Le lycopène qu'on ne trouve pas uniquement dans la tomate, mais la tomate est une excellente source de lycopène. Alors, on va commencer par le trèfle rouge. Le trèfle rouge, c'est ce truc-là que vous voyez ici.
il existe pas mal de ces cliniques-là sur le trèfle rouge. D'accord? Et il a un effet œstrogène-like modéré. C'est pas un puissant œstrogène-like. D'accord? Il contient des isoflavones. Si on le compare avec le soja qui a un effet extrêmement puissant, un effet œstrogène-like extrêmement puissant, et le soja est déconseillé dans le cas du cancer hormonodépendant, dans le cas de la prévention, tout ce que vous voulez. Donc, les personnes qui sont à risque, qui ont des maladies hormonodépendantes, pas que le cancer, des maladies hormonodépendantes, soit eux-mêmes, soit dans la famille, devraient éviter de prendre du soja. Le soja contient aussi des isoflavones qui se convertissent en un métabolite qui s'appelle l'école. Cette école est très toxique. Euh, mais sinon, le trèfle rouge est intéressant pour différentes raisons. Donc, on a déjà des études cliniques là-dessus, sur le trèfle rouge, utilisé chez des femmes qui sont à risque de cancer, donc qui ont un historique familial de cancer du sein, par exemple, d'accord, à titre préventif ou afin de gérer les problématiques de ménopause, d'accord. Soit donc pour des personnes qui vont avoir donc des femmes qui vont avoir eu déjà un cancer et qui ont été guéries de ce cancer et afin d'éviter la récidive tout en ayant un effet œstrogénique en parallèle parce que voilà, le fait d'inhiber complètement l'œstrogène, ça crée une baisse importante de la qualité de vie. D'accord, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, la fatigue, la dépression, les troubles de l'humeur et tout ce qui suit la ménopause, en fait. Ça, c'est problématique. D'accord, donc ça a un effet œstrogène-like modéré, mais il est très bien toléré et en général, il y a moins de problématiques par rapport aux personnes qui ont un risque important de cancer hormonodépendant. Sinon, vous avez aussi le kudzu qui a à peu près un effet équivalent par rapport au trèfle rouge en termes d'effet oestrogène-like. C'est un effet modéré. On a aussi des isoflavones dans le kudzu, mais le isoflavone majoritaire dans le kudzu, c'est la puérarine. Et la puérarine est différente des autres isoflavones comme la détsaïne, par exemple, euh, qu'on trouve d'ailleurs dans le trèfle rouge et qu'on trouve en très grande quantité dans le soja aussi. Donc le kudzu contient la puérarine et la puérarine a un effet anticancérogène justement. C'est un effet anticancérogène. C'est pas des études ici pour le kudzu, c'est pas des études cliniques. Ok, toutes ces études-là sont des études ici, par exemple celle-ci, sur l'effet anticancérogène, sur l'effet ici d'optimisation des traitements. Hein, ça, c'est une étude préclinique. Là, c'est une étude in vitro. Là, c'est une autre étude in vitro, d'accord, sur le cancer de la vessie. Ici, je vous ai mis quand même une étude clinique, mais qui n'a pas c'est-à-dire de lien direct avec le cancer. Ici, c'est le syndrome des ovaires polykystiques qui est intéressant parce que le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un excès d'androgène et le kudzu est intéressant là-dedans. D'accord? Donc, résistance à l'insuline, effet, résistance à l'insuline plus excès d'androgène. Le kudzu est intéressant là-dessus et c'est pour ça qu'il peut être intéressant dans les pathologies hormonodépendantes euh, par excès de DHT. C'est pas testé chez l'homme, mais ça peut l'être, puisque ça donne des effets intéressants sur le cancer, plutôt le syndrome des ovaires polykystiques, ça peut l'être aussi par rapport à la prostate, par exemple, chez l'homme. Ok, mais sinon, ça a un effet œstrogène-like modéré, et alors ça a aussi, la puérarine en elle-même a un effet anticancérogène. C'est pas un effet anticancérogène très puissant, mais il est suffisant pour rendre le kudzu relativement sécuritaire pour des personnes qui ont un risque de cancer hormonodépendant.
Alors, il y a l'actéa grappe noire. Ça, c'est la plante majeure qui a un effet à la fois œstrogène-like, mais qui a un effet anticancérogène très puissant. Je dirais que s'il y a une plante qu'on peut utiliser dans le cadre du cancer, soit risque élevé de cancer de maladie hormonodépendante, soit quelqu'un qui a déjà eu le cancer, euh, là, c'est la plante majeure qu'on peut utiliser. On utilise toujours ces plantes-là avec précaution, hein, mais ça, c'est la meilleure plante. Si vous comparez les trois, donc Actea grappe, trèfle rouge et kudzu, ça, c'est la meilleure plante. Sur cette plante-là, on a des preuves que c'est une plante qui n'a pas d'effet d'aggravation du cancer hormonodépendant, qui n'augmente pas le risque de cancer, ou bien au contraire, ça a un effet anticancérogène. D'accord? Et là, vous avez deux essais cliniques, hein. Ici, c'est un essai clinique fait sur des femmes qui ont déjà eu le cancer du sein et qui ont été guéries et qui souffrent euh, de, de bouffées de chaleur. Et ici, c'est des femmes ménopausées qui ont le cancer et chez qui on a utilisé cette plante, l'Actea grappe. Ok, donc effet œstrogène-like modéré, c'est pas un effet puissant, mais c'est assez suffisant pour pouvoir donner euh, des effets intéressants, notamment sur les bouffées de chaleur et autres signes. Donc, on trouve chez la femme ménopausée, donc, ou chez la femme qui a un déficit en œstrogène, et en même temps un effet anticancérogène majeur. Ok, donc elle est intéressante et c'est parmi les plantes œstrogène-like les plus sécuritaires, c'est l'Actea grappe noire. Mis à part ça, vous avez également les crucifères. Crucifères, donc, c'est la famille des brassicacées, qui est donc brocoli, chou, chou-fleur, chou de Bruxelles, chou cal, moutarde, cresson, radis, etc. Donc, toute cette famille-là. Euh, Ça a un effet anti-œstrogénique majeur. Et le plus puissant ici, alors vous avez trois composants connus qui sont des organosoufrés, ce qu'on appelle aussi des isothiocyanates, des isothiocyanates. Donc, vous avez le sulforaphane, l'indole 3-carbinol et le diindole méthane. OK? Ils ont des effets à peu près équivalents, bien qu'il y ait hein, une petite préférence par rapport au DIM, par rapport au diindole méthane. Euh, dans les études, les auteurs ont tendance à préférer plus le DIM, hein. Est-ce que maintenant, sur le plan pratique, sur le plan clinique pratique, il y a tellement de différences entre le DIM, par exemple, et le sulforaphane, qu'on voit qu'il y a un effet nettement supérieur? Ça, moi, j'ai pas remarqué, j'ai pas observé ça. Pour moi, le sulforaphane, l'I3C et le DIM ont des effets équivalents en pratique. En pratique. Dans les études, on voit, même s'il n'y a pas d'études qui comparent ces trois composés, et surtout le DIM avec sulforaphane, parce qu'en fait, les 3C, l'indole 3-carbinol, c'est le DIM en fait. L'indole 3-carbinol, c'est un précurseur du DIM. Je vais vous montrer dans un schéma juste après. Donc, c'est un précurseur du DIM. L'I3C ne fonctionne pas de lui-même. Il se convertit en diindole méthane. D'accord? Donc, il n'y a pas d'étude qui compare le sulforaphane avec le DIM. Mais apparemment, comme ça, avec une comparaison à la louche, pas très précise, bon, on peut observer qu'il y a une légère supériorité du DIM par rapport au sulforaphane. Maintenant, en pratique, bon, ça c'est les statistiques. Peut-être en pratique, c'est un peu différent parce que c'est pas ce que j'ai observé. Le sulforaphane est aussi efficace. Là, on est en train de parler de doses moyennes, de doses moyennes.
Parce que si l'on compare à dose égale, le sulforaphane est très largement supérieur aux autres, hein, parce que le sulforaphane, on utilise 20 milligrammes en général, 10, 20 milligrammes, grand maximum 30 milligrammes, c'est une dose extrêmement élevée de sulforaphane, alors que pour le DIM et les 3C, on est sur 200 milligrammes, 500 milligrammes, mais c'est normal, c'est la dose moyenne de ces composés-là. D'accord? Et donc, déjà, avec 20 milligrammes, 30 milligrammes de sulforaphane, on obtient des effets en pratique, équivalent à peu près à 500 milligrammes de dîme. Mais ça change rien. Quand on compare en général, on compare à dose moyenne, on ne compare pas à dose égale. C'est absurde, ça n'a pas de sens de comparer à dose égale. Ok, donc ça a un effet anti-œstrogénique majeur. Pourquoi? Parce que ça métabolise ou ça dégrade les métabolites toxiques des œstrogènes dont j'avais parlé au tout début. J'avais évoqué les 4-OH et les 16-OH, donc les 4-hydroxyœstrones et les 16-alpha-hydroxyœstrones. Ceux-là sont les plus toxiques et c'est des superoestrogènes. Ça a un effet très puissant, comme je disais, 10 à 30 fois supérieur à celui de l'estradiol. Donc là, ces organosoufrés et donc la consommation de crucifères permet de diminuer la quantité de ces métabolites. Ça permet d'accélérer leur détoxification et leur élimination. C'est pour ça que ça a un effet anti-œstrogénique majeur. Si on en prend trop, en général, le cycle menstruel de la femme a tendance à s'allonger. Ça, c'est un signe que on a utilisé des doses trop importantes de ces composés-là et il faut diminuer la dose. Donc, c'est très puissant comme. Ok. C'est le truc le plus puissant pour diminuer les métabolites des oestrogènes. Ok. Bon, là, ça explique juste comment l'indole 3-carbinol, les 3C, se convertit en dime. D'accord? C'est une réaction qui se fait au niveau de l'estomac et il faut qu'il y ait un pH très acide pour qu'il y ait cette conversion indole 3-carbinol en dime. D'accord? Euh, voilà. Donc, alors sinon, l'alchimie est une plante qui est une rosacée. Ça fait partie de la famille des rosacées. Et on utilise en général la feuille d'alchimie, hein. C'est ce que vous voyez ici. Ok. Ça a un effet progestérone-like majeur. C'est la plante la plus progestérone-like qui existe. Alors, c'est pas équivalent à la progestérone bioidentique ou la progestérone médicamenteuse, hein. Dans le cas de la progestérone, on n'a pas des composés naturels ou des plantes naturelles qui ont un effet puissant. Pour l'œstrogène, si, on en a plusieurs, mais pour la progestérone, on n'en a pas beaucoup. Donc ici, effet progestérone-like majeur, c'est dans le sens où l'alchimia est la plante la plus puissante, d'accord, l'élément naturel le plus puissant dans l'amélioration soit des taux de progestérone, soit des effets de la progestérone. OK? Alors, pourquoi on l'évoque ici? Bien, on l'évoque parce que dans le cas d'un cancer hormonodépendant, donc surtout œstrogène dépendant, OK, on a besoin de progestérone. Sauf, hein, si on a une sensibilité, une hypersensibilité des récepteurs à la progestérone. Et ça, c'est rare. OK? Il faut de la progestérone parce que la progestérone a un effet anti-œstrogénique. C'est pour ça que chez la femme, on a à la fois l'œstrogène et la progestérone. Et sur la deuxième partie du cycle menstruel, quand on a un pic d'œstrogène, on a en même temps le pic de progestérone qui vient couvrir le pic d'œstrogène. C'est un pic qui est plus important, celui de la progestérone, plus important que celui de l'œstrogène. C'est un effet protecteur, c'est un effet antiprolifératif, c'est un effet antioxydant.
le plus puissant antioxydant qui existe chez la femme, c'est la progestérone. Chez la femme, avant la ménopause, en moyenne, si on compare avec l'homme, en moyenne, la femme a 2 fois moins de stress oxydatif comparé à l'homme. Juste après la ménopause, la femme a en moyenne 2 fois plus de stress oxydatif comparé à l'homme. Et ça, c'est dû au manque de progestérone, tout simplement, à la ménopause. Ok. Donc la progestérone, c'est un composé majeur protecteur chez la femme. Chez l'homme aussi, hein. Chez l'homme, il a des petites quantités de progestérone, mais la progestérone est toujours aussi cofacteur pour la synthèse du GABA, chez l'homme comme chez la femme. Et ça a un effet aussi protecteur chez l'homme également, contre l'excès de DHT. D'accord? Donc l'alchimie, ça se donne à la fois chez l'homme et chez la femme. Et surtout chez la femme qui a un cancer œstrogène dépendant et qui n'a pas les récepteurs sensibles à la progestérone. En cas de récepteurs sensibles à la progestérone, on n'utilise pas de plantes à effet progestérone-like. On l'utilise pas par précaution. OK? Alors, vous avez ici 2 études, mais c'est pas des études cliniques. Il n'y a pas d'études cliniques sur l'alchimie. C'est une plante qui est très très mal étudiée. Enfin, il y a des études. C'est la plupart, c'est des études in vitro et certaines études chez l'animal. On n'a pas des études chez l'humain. Mais la pratique courante, l'expérience empirique euh, montre que c'est une excellente plante. Ok, donc effet anticancérogène et effet progestérone-like majeur. Mis à part ça, donc vous avez aussi le sérénoir pince. Le sérénoir pince, on confond toujours entre ce que l'on appelle le sérénoir pince, qui en fait se traduit en français par le palmier de Floride, ok, et le saupalmetto. Le saupalmetto, c'est la grande famille, et dedans il y a plusieurs espèces. Parmi ces espèces, c'est le sérénoir pince, le palmier de Floride. Ok, on confond même parfois dans des études. C'est parce que bon, ceux qui font ces études-là, parfois c'est pas des spécialistes en botanique. Et ils nomment comme ils nomment. Je vous ai fait un exemple ici. Voilà, cet exemple-là, par exemple, ici, ils disent Sopalmetto, etc. Sopalmetto, quand vous lisez dans l'étude et regardez le détail, c'est du sérénoir et pince. Ok, vous avez là la plante qui a l'effet anti 5-alpha réductase le plus puissant qui existe. Donc, c'est la plante anti-DHT, anti-dihydrotestostérone par excellence. Ok, il y a d'autres plantes aussi qui ont ça. C'est la seule plante sur laquelle il y a des essais cliniques et en même temps des essais cliniques versus traitement de référence, phénylstérid. Ok, vous avez une des études ici, étude clinique, hein. Une des études ici. Il y en a 2 ou 3 autres, comme ça. Ok. Donc, effet anti-dihydrotestostérone. Donc, ça convient dans cette situation pour les troubles de la prostate qui sont androgènes dépendants ou alors les troubles de type ovaire polykystique chez la femme. Euh, mais c'est la plante la plus puissante pour inhiber la production de dihydrotestostérone. Et inhibiteur puissant de la 5-alpha-réductase, équivalent au phénylstérid. Équivalent au phénylstérid. Comparaison à dosage moyen, c'est pas des doses équivalentes. Comme je vous disais, on compare pas à dose égale, on compare à dosage moyen. OK? Donc ça, c'est une plante intéressante. Par contre, il faudrait l'utiliser avec précaution, d'accord? Parce que si
si on inhibe la production de DHT, hein, par exemple chez la femme ou chez un homme dont l'aromatase est rapide, d'accord? Il y a des hommes qui sont intoxiqués avec des perturbateurs endocriniens qui accélèrent l'aromatase, des hommes qui consomment beaucoup de soja, par exemple, ils vont avoir une aromatase rapide. Donc, inhibition de la DHT, hein, de la 5-alpha-réductase, la testo s'accumule et hop, ça devient œstrogène. Donc, ça crée un autre problème de l'autre côté. Ok. Donc, il faudrait en même temps que l'on inhibe la 5-alpha-réductase par le sérénoir et pince, il faudrait aussi inhiber l'aromatase en même temps. On va voir juste après ce qu'on fait par rapport à ça. Alors, par rapport aux problématiques de prostate, parce que sérénoir et pince, c'est le plus utilisé par rapport aux problèmes de prostate. D'ailleurs, dans les essais cliniques qu'on a, c'est surtout sur des problèmes de prostate ou des problèmes d'alopécie, l'alopécie androgénique. OK? J'ai pas voulu vous mettre un truc ici sur l'alopécie. J'ai choisi juste des essais cliniques sur la prostate, mais il y en a. Et d'ailleurs, parmi les essais cliniques qui comparent finastéride avec sérénoir et pince, euh, vous en avez une sur l'alopécie, justement. Donc ici, par exemple, sur cet essai clinique, ils ont testé le sérénoir et pince avec le sélénium et le lycopène, d'accord, comme combinaison pour les troubles de la prostate. Alors ici, c'est pas un cancer de la prostate, hein, c'est dans cette étude, hein. C'est l'hypertrophie bénigne de la prostate, ok, et l'inflammation de la prostate, hein, une prostatite chronique. Donc, ça a donné des effets intéressants. Tout ce que je vous mets ici, c'est des études qui ont donné des effets intéressants. Ok. Alors, vous avez la chrysine également. Donc, comme je vous disais, la meilleure source de chrysine, c'est la propolis. Ok. C'est la propolis. Dans la propolis, on a des quantités pharmacologiques de chrysine. Alors, bien entendu, on trouve dans la propolis, on trouve dans la gelée royale, on trouve dans le miel de bonne qualité, c'est-à-dire le miel qui contient pas que du fructose, le miel brut qui contient la cire, le pollen, la gelée royale, la propolis, donc tous les produits de la ruche. Ce miel-là contient une certaine proportion de chrysine. Mais l'effet dont on parle ici, qui est un effet majeur d'inhibition d'aromatase, c'est un effet qu'on obtient avec de la chrysine, d'accord, purifiée. Donc en complément alimentaire, chrysine, 500 mg, inhibition puissante de l'aromatase. C'est le plus puissant inhibiteur naturel de l'aromatase euh, qui existe sur le marché. Parce qu'il y a aussi le 5, non, le 7-hydroxyflavone. Celui-là, il est plus puissant encore plus que la chrysine. Ok, rien qu'avec 20 ou 30 mg, on a un effet équivalent à 500 mg de chrysine, mais il n'existe pas sur le marché, il n'est pas commercialisé. On trouve juste dans les études. Mais ce qui est commercialisé et ce qui a le plus d'effet sur l'inhibition de l'aromatase, c'est la chrysine. Donc la chrysine, on l'utilise pas comme ça les yeux fermés. Il faudrait savoir ce qu'on fait. Parce que inhibition d'aromatase veut dire diminution ou effet anti-oestrogénique drastique, veut dire diminution de la fertilité. Bon, vous me direz, quelqu'un qui a un risque de cancer ou qui a peur d'avoir un cancer, ou qui a déjà eu le cancer, ne va pas forcément penser à ça, mais c'est important de le savoir. OK, donc effet anti-oestrogénique majeur, inhibiteur majeur de l'aromatase. Vous avez quelques études ici, d'accord? Ce ne sont pas des études cliniques. Ce ne sont pas des études cliniques. Mais c'est bien connu et en pratique courante, la chrysine a un excellent effet anti-oestrogénique, surtout chez les femmes
une hyperoestrogénie, la chrysine sert à diminuer les taux d'œstrogène et on l'observe, empiriquement, on l'observe. Ok, donc, par contre, tout ce qu'on a, c'est pas des études cliniques, c'est des études in vitro. Des études in vitro et surtout, sur ce sur quoi on se base le plus, c'est des études précliniques. Alors, le lycopène, que tout le monde connaît, on trouve dans la tomate, c'est un caroténoïde. D'accord? C'est un caroténoïde. Donc, il fait partie de la famille de l'alpha-carotène, des bêta-carotènes, de la lutéine, de la zéaxanthine, de la staxanthine. Ok. On le trouve majoritairement dans les tomates. Dans les tomates crues, on en a moins que dans les tomates cuites ou dans les sauces tomates. Ok. Dans les sauces tomates, on a beaucoup de lycopène, plus que dans la tomate crue. Puisqu'en fait, le lycopène supporte très bien la chaleur et il est en partie dans les tomates, il y a une bonne partie qui est dans les fibres, à l'intérieur des fibres alimentaires. Et donc, le fait de cuire ou même le fait d'en faire un jus, d'accord, ou d'en faire une compote ou d'en faire une sauce, ça permet de libérer le lycopène. Ok, donc, plus on cuit la tomate, à moins qu'on la carbonise complètement et qu'il ne reste plus rien, plus on la cuit, plus elle diffuse du lycopène. Ok, donc le lycopène est très connu dans le cas de la prostate, hypertrophie bénigne de la prostate, cancer de la prostate. Ok, donc là, j'ai pris exprès cet essai clinique, effet du lycopène, effet de la supplémentation en lycopène chez les patients avec un cancer de la prostate localisé. Ça, c'est chez les patients qui ont un cancer de la prostate. C'est pas qui ont un risque ou qui ont déjà le cancer. Et alors, ici, c'est un autre essai clinique enfin, essai clinique, c'est une méta-analyse d'essais cliniques sur la consommation de lycopène et de tomates, sur le risque, du coup, du cancer de la prostate. Et cette méta-analyse montre un effet. En général, quand les méta-analyses montrent un effet, c'est que l'effet est majeur. Parce que très souvent, les méta-analyses sont faites pour ne montrer aucun effet. C'est les critères de sélection des essais cliniques, la méthodologie statistique et tout le reste sont choisis de telle sorte à ce que il n'y ait pas beaucoup d'effets. Là, il y a quand même un effet. OK, donc effet anticancéreux prostate, qui est un effet modéré selon cette méta-analyse. OK, alors, je vais voir si j'arrive à répondre aux questions parce que je vois qu'il y en a plein. Euh, ouais, il y en a plein. J'essaierai de répondre à toutes les questions juste après. Petit rappel pour le colloque là du samedi. Donc, c'est une formation sur la prise en charge du cancer hormonodépendant. Lucie Wetchoko, Stéphane Rizima, moi-même, Fadila Cohen, qui vont intervenir au cours de cette journée. Et bon, je pense que tout le monde est au courant. Si vous avez besoin d'infos, vous avez le numéro de téléphone WhatsApp de Dr Ptissem Tajmouati. Et sinon, le dernier délai pour bénéficier du replay de la formation, de la dernière formation du mois de mars sur le cancer et la micronutrition, dernier délai, c'est ce soir à minuit. Sinon, ben, bien entendu, vous pouvez vous inscrire euh, au cours de cette semaine aussi. Par contre, il n'y aura pas à partir de ce soir à minuit, il n'y aura plus la possibilité d'avoir le replay gratuit de l'ancienne formation, le congrès première édition. Ok, sinon le reste, bon, vous connaissez les supports de cours, le replay de ce même colloque formation, l'attestation de formation, etc. Tout le reste,
Voilà. Donc, pour celles et ceux qui voudraient s'inscrire, vous pouvez vous inscrire à travers donc en contactant Petit Sam Tejmouti. Sinon, vous pouvez aller sur la page Facebook Somna, ok? Somna, S-O-2-M-N-A, page Facebook. Vous avez donc en premier l'événement. Vous cliquez dessus. Dedans, vous avez le texte qui explique le programme, les objectifs, tout. Et dedans, vous avez des liens d'inscription. Voilà. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez ce soir avant minuit pour bénéficier du replay de la dernière formation cancer hormonodépendant dans laquelle on a eu plus d'une douzaine de conférenciers, d'intervenants de haut niveau. Sinon, mis à part ça, je vais peut-être laisser la parole à Petit Sem, puisque je vois qu'elle est là. Oui, bonsoir Amine. J'espère Bonsoir, que Petit Sem. oui, tout le monde m'entend. Voilà, j'ai vu à travers certains messages que certaines personnes voudraient connaître les prix de cette formation. Alors, le prix de cette formation en euros, c'est 79 euros et en dirhams, c'est 790 dirhams. Ça, c'est pour les personnes nouvellement inscrites qui n'ont pas pu participer en fait à l'ICNS donc du mois de mars. Sinon, c'est 69 euros. Bon, il y a une différence de 10 euros entre les deux pour les anciens. Parce que ce qu'il faut préciser aussi, c'est que toute personne qui participe avec nous à cette formation, en fait, bénéficiera à chaque fois d'avantages et de réductions euh, pour pouvoir justement encourager les personnes dans cette recherche d'aller plus loin dans les connaissances, du moins complètement mises à jour, que tu nous proposes à travers tous ces intervenants, Amine, et je t'en remercie. Voilà. Super, merci beaucoup, Petit Sam. Voilà, donc ça, c'était le petit moment de pub. Revenons un petit peu maintenant sur parce qu'il y a quelques questions. Enfin, il y en a beaucoup même, pas quelques questions. Je vais essayer de répondre au maximum. Euh, alors, alors, ok, pour les tomates et les choux, l'utilisation de pesticides ne pose pas de problème. Bah, c'est toujours bien d'avoir sans pesticides, mais vous avez toujours euh, l'effet du lycopène et des organosulfurés. Les pesticides, ça c'est encore autre chose. Euh, Pas de souci via alimentation, mais en effet contre-indiqué en complément. Oui. En fait, les trucs, les rapports qu'il y a en fait sur les rapports de l'EFSA notamment sur le fait qu'il faut pas prendre plus de 40 milligrammes d'isoflavone. En fait, ces isoflavones sont les isoflavones de soja parce que quand on lit le rapport dans son entièreté, il est tout le temps question d'isoflavones de soja. Donc, ils ont pris en compte en fait les différentes études dans la littérature qui sont des études euh, des études sur les isoflavones de soja. Et d'ailleurs, ce qui est exact, parce que la plupart des études sur les isoflavones, bah, c'est des isoflavones qui proviennent du soja, alors que pour d'autres plantes, c'est différent. C'est différent en termes de quantité et c'est différent en termes de type d'isoflavone. On a vu un exemple tout à l'heure, le kudzu, c'est pas du tout les isoflavones du soja, c'est la pure arine, ce qui est encore autre chose. Lait de soja, c'est aussi, en effet, œstrogénique. Ok, soja OGM.
Il me semble que les avis sont très variés concernant le soja. Ok. Interruption fréquente. Ok. Soja OGM est donné au bétail, etc. Ok. Alors, Actea grappe, à quel dosage? Le dosage moyen, c'est 30 mg par jour. Sans rémission hormonale. Plantes sont valables pour la patiente et fratrie à quelle quantité? Gâtillier comme plante. Progestérone-like serait également intéressant protecteur. Le gâtillier n'a pas d'effet progestérone-like direct. Le gâtillier a des effets très variés hein, sur les hormones thyroïdiennes, sur le cortisol, l'aldostérone, le FSH, LH, un effet inhibiteur aux oestrogènes. Donc, ça crée un vrai bazar au niveau des différentes hormones. C'est pour ça que je l'ai pas mentionné ici. Et puis, j'ai pas tout mentionné. On utilise les fruits et les racines. Alors, ok, ça dépend hein, de quelle plante. Patient prend Létrozole. Est-ce que ces plantes peuvent être utiles au risque de faire double emploi? Oui, il peut y avoir des interactions, hein. Ça dépend. Je ne pourrais pas, comme ça, sur un commentaire comme ça, vous dire il n'y a aucun problème, combiné avec tous les médicaments, il n'y a aucun souci. Et y compris le létrozole d'ailleurs. Donc ces plantes-là, de toutes les façons, il faut les prendre avec précaution, y compris les trois plantes là, œstrogène-like. Marru blanc, c'est utilisé. Je ne connais pas la plante, donc je ne peux pas vous dire. Utiliser ces plantes, même si suit une hormonothérapie, un inhibiteur de l'aromatase. Il faudrait utiliser avec précaution. Parler peut-être de la chrysine. Bah, l'effet de la chrysine, en effet, c'est un effet qui est puissant sur l'aromatase. Ça peut se rajouter en plus sur l'inhibiteur de l'aromatase. Ça dépend de ce qu'on cherche. Maintenant, il n'y a pas d'études qui combinent à la fois un inhibiteur de l'aromatase pharmaco et la chrysine. Et bien entendu, quand on utilise un inhibiteur de l'aromatase, on ne va pas donner quelque chose qui stimule l'œstrogène, même si ce truc-là a un effet anticancérogène. On a utilisé l'inhibiteur de l'aromatase ben, justement pour inhiber l'aromatase, pour diminuer l'œstrogène. C'est pas maintenant pour donner quelque chose qui augmente l'effet de l'œstrogène. C'est pas donc ces plantes-là, je les ai présentées une par une euh, de manière un peu séparée. Il n'y a pas de méthodologie ici par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Et on ne peut pas faire tout sur une petite conférence. Il n'y a pas de méthodologie concrètement ici. Je vous ai présenté des plantes. Ok. Alors, euh, sauge sclarée. Ça fait partie de toutes les plantes que je n'ai pas citées et qui ont un effet œstrogénique majeur et qu'il faudrait éviter dans le cas d'un cancer hormonodépendant ou dans le cas d'un risque élevé de cancer. En force consommation, tomate cuite, concentration optimale. Les tomates cuites sont bien, mais il faudrait avoir des quantités importantes. Donc, il faut prendre du lycopène purifié, des extraits secs. La dose, c'est autour de 20 mg.
Actea grappe. Les extraits secs d'Actea grappe, c'est 30 mg. 900 mg, c'est complètement faux. Ou alors c'est une une plante fraîche. Ok, c'est un jour, c'est le samedi pour la formation là, cette semaine. C'est le samedi. Et pour les Tunisiens, vous pouvez contacter AzureTech, parce que j'ai vu une question passer là. Vous pouvez vous inscrire chez AzureTech. Graines comme les graines de courge. Oui, les graines de courge sont intéressants pour les troubles de la prostate. Bien sûr. Graines de courge et surtout l'huile de graines de courge. Ça, c'est encore mieux pour le prostate, hypertrophie ou cancer de la prostate et même prostatite. Ok.